La banque a appelé, votre mari est ici avec une femme qui vous ressemble trait pour trait. Ces 10 mots ont brisé le monde de Nia Kensington à exactement 14h47, un mercredi après-midi. Elle se tenait dans le hall en marbre de sa société de capital investissement, finalisant une acquisition de 42 millions de dollars, quand son téléphone a vibré avec un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. La voix à l'autre bout était professionnelle, prudente, presque désolée. Madame Kensington, ici Beverly de la succursale du centre-ville de Premier Trust & Savings. Je vous appelle car une situation plutôt inhabituelle est en train de se produire ici. Votre mari, Monsieur Kensington, est actuellement à notre bureau des services exécutifs et tente d'accéder à votre portefeuille d'investissement conjoint. Il est accompagné d'une femme portant une pièce d'identité correspondant à votre nom. Et honnêtement, madame, elle a une ressemblance frappante avec vous. Les doigts de Nia se sont serrés autour de son téléphone, le sang quittant son visage alors que les sons du hall s'estompaient en un bourdonnement lointain. Ce qui s'est passé ensuite a exposé une trahison si calculée, si méticuleusement planifiée, qu'elle allait défaire non seulement un mariage, mais tout un empire bâti sur des mensonges. Et la vengeance qu'elle a orchestrée? Elle ne s'est pas contentée de l'écraser. Elle l'a effacé du monde même qu'il pensait contrôler. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi dès maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement. Sérieusement, vous avez déjà investi 2 minutes dans cette histoire. Et croyez-moi, ce qui va suivre vous fera remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la loyauté et la tromperie. Une fois abonné, cliquez sur le bouton j'aime car cet algorithme doit savoir que vous êtes ici pour la vérité, pas seulement pour le drame. Et voici le truc, laissez un commentaire dès maintenant pour me dire d'où vous regardez. Êtes-vous à Atlanta, Lagos, Toronto, Londres ou Brooklyn? Laissez-moi voir ce public mondial illuminer cette section de commentaires. Votre engagement détermine littéralement si des histoires comme celle-ci atteignent les personnes qui ont besoin de les entendre. Alors, allez-y. J'attends. Abonnez-vous, aimez, commentez votre localisation. C'est fait? Parfait. Revenons au moment où l'existence entière de Nia a implosé. Les documents d'acquisition tremblaient légèrement dans l'autre main de Nia. Autour d'elle, les avocats et les cadres poursuivaient leur conversation, inconscients du tremblement de terre qui fracturait son calme. Elle s'est éloignée du groupe de costumes de créateurs et de mallettes en cuir italien, ses loups-boutins claquant sur le sol poli alors qu'elle se dirigeait vers les fenêtres du sol au plafond surplombant la ligne d'horizon de Chicago. Beverly, dit Nia, sa voix remarquablement stable malgré le chaos qui éclatait dans sa poitrine. Pouvez-vous décrire cette femme plus précisément? Il y eut une pause, le bruit de papier remué. Elle fait environ votre taille, madame. Teint similaire, bien qu'un ton plus clair peut-être. Ses cheveux sont coiffés en un carré à hauteur d'épaule, lissés, très soignés. Elle porte un tailleur pantalon de couleur crème, tient un sac Birkin beige, il semble authentique et madame, je dois dire que la ressemblance est assez troublante pour que nos jeunes associés aient sincèrement cru que c'était vous. L'esprit de Nia passait en revue les possibilités, chacune plus inquiétante que la précédente. À quoi exactement mon mari tente-t-il d'accéder? Votre portefeuille d'investissement consolidé, répondit Beverly, sa voix devenant plus basse. Celui contenant votre héritage de la succession de votre père, vos participations commerciales et la fiducie immobilière. Il demande une liquidation complète et un virement bancaire. Madame Kensington, les formulaires d'autorisation qu'il présente semblent légitimes. Il porte ce qui semble être votre signature, votre légalisation, tout. Mais notre protocole pour les transactions de plus de 20 millions exige une confirmation verbale des 2 titulaires du compte, c'est pourquoi je vous appelle directement. 20 millions. Le chiffre flottait dans l'air comme du poison. Ce n'était pas seulement de l'argent. C'était l'héritage de son père, le capital de sa société de transport de fret qu'il avait transformé, à partir d'un seul camion de livraison, en un empire logistique s'étendant sur 3 continents. C'était sa liberté, sa sécurité, l'avenir de ses enfants. Beverly, je veux que vous m'écoutiez très attentivement, dit Nia, sa voix désormais dépouillée de toute chaleur, remplacée par l'acier qu'il avait aidé à négocier des contrats d'1 milliard de dollars avant ses 35 ans. Je me trouve actuellement dans le bâtiment du Chicago Board of Trade. Je n'ai signé aucun formulaire d'autorisation. Je n'ai demandé aucune liquidation et je ne suis certainement pas à votre succursale. Cette femme n'est pas moi, et quoi que mon mari tente de faire constitue une fraude et un vol d'identité. J'ai besoin que vous les fassiez patienter sans les alerter que vous m'avez contacté. Pouvez-vous faire cela?
Oui, madame, dit Beverly, et Nia pouvait entendre le soulagement dans sa voix à l'idée de recevoir une direction claire. Je vais les informer que nous rencontrons des retards de système avec les virements importants en raison de nouvelles réglementations fédérales de conformité. Cela devrait vous faire gagner au moins 30 à 40 minutes avant qu'ils ne deviennent suspects. Faites en sorte que ce soit 1 heure, dit Nia. Dites-leur que l'équipe de conformité doit vérifier les protocoles de transfert internationaux. Utilisez n'importe quelle terminologie bancaire qui semble officielle et chronophage. Compris, Madame Kensington. Et Madame, je suis désolé que vous ayez à faire face à cela. La ligne s'est coupée. Nia resta immobile pendant exactement 10 secondes, son reflet la fixant depuis la fenêtre, une femme dans une robe bleu marine sur mesure qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens, une femme diplômée major de sa promotion à Wharton, une femme qui n'avait jamais été la dupe de personne jusqu'à présent. Elle se tourna vers la table de conférence où l'équipe d'acquisition attendait. Son partenaire commercial, Julian Reeves, remarqua son expression et s'excusa immédiatement de la conversation. Nia, qu'est-ce qui ne va pas? Julian la connaissait depuis leurs études à l'université Howard. Il l'avait vue naviguer dans des conseils d'administration hostiles, surpasser des capitales risqueurs 2 fois plus âgés qu'elle et conclure des accords que des professionnels chevronnés disaient impossibles. J'ai besoin que tu t'occupes de la clôture, dit-elle calmement. Signe tout exactement comme nous en avons discuté. J'ai une urgence. Ses yeux se plissèrent d'inquiétude. Quel genre d'urgence? Le genre où mon mari tente actuellement de voler 20 millions de dollars de mes comptes en utilisant une femme qui prétend être moi. La bouche de Julian s'ouvrit, puis se referma. Il acquiesça d'un coup, sa mâchoire se serrant. Vas-y. Je m'occupe de tout ici. Tu as besoin de quelque chose? Un avocat? De la sécurité? J'ai besoin de preuves, dit Nia. Et j'ai besoin qu'il croie qu'il gagne jusqu'au moment où je le détruirai. Elle se dirigeait déjà vers l'ascenseur, son esprit basculant vers la précision calculatrice qui faisait d'elle l'une des investisseuses les plus redoutables du Midwest. La descente des 47 étages parut à la fois instantanée et éternelle. Son téléphone était déjà dans sa main, faisant défiler les contacts jusqu'à ce qu'elle trouve le nom dont elle avait besoin. Résidence Kensington, dit la voix familière de Teresa, la femme qui gérait leur manoir de Lincoln Park depuis 8 ans. Teresa, c'est Nia. J'ai besoin que vous me disiez exactement à quelle heure Xavier a quitté la maison aujourd'hui, et si quelqu'un était avec lui. Il y eut une brève hésitation. Madame Kensington. Monsieur Kensington est parti vers 13h30. Il a dit qu'il avait rendez-vous avec son comptable au centre-ville. Il était seul quand il est parti. Il conduisait lui-même la Mercedes. La berline classe S noire, celle avec l'intérieur personnalisé et les plaques indiquant Xav King. Aussi discret qu'un paon dans un poulailler, ce qui était exactement le style de Xavier. A-t-il reçu des appels ce matin? Des visiteurs? Pas de visiteurs, madame. Mais il a passé environ 20 minutes au téléphone dans son bureau avant le déjeuner. Je l'ai remarqué seulement parce qu'il a fermé la porte, alors qu'il la laisse habituellement ouverte. Merci, Teresa. Une dernière chose, quand avez-vous vu pour la dernière fois mes documents d'identité passeport, permis de conduire, n'importe quoi avec ma signature? La pause fut plus longue cette fois. Je ne les ai pas vus récemment, madame, mais il y a environ 2 semaines, monsieur Kensington m'a demandé où vous gardiez vos papiers importants. Il a dit que vous aviez besoin de faire légaliser quelque chose pour un investissement immobilier et lui avait demandé de s'en occuper pendant que vous étiez à New York pour cette conférence. Je lui ai montré le coffre-fort de votre bureau. De l'eau glacée envahit les veines de Nia. Il y a 2 semaines la conférence immobilière à Manhattan où elle avait animé un panel sur le développement commercial. Elle était partie pendant 4 jours. 4 jours pendant lesquels Xavier avait apparemment jeté les bases de cette trahison. Teresa, j'ai besoin que vous vérifiiez le coffre-fort de mon bureau immédiatement. Dites-moi si quelque chose manque. Elle entendit des pas, puis le bip doux de la serrure électronique. Le coffre est ouvert, madame Kensington. Voyons. Votre passeport est là. Votre acte de naissance. Mais votre permis de conduire a disparu. Et il y a une pile de pages de signatures légalisées vierges ici que je ne me souviens pas avoir vues auparavant. Combien de pages? Au moins une 12aine. Elles ont votre ligne de signature au bas avec un sceau de notaire, mais le reste de chaque page est vierge. La main de Nia serra son téléphone si fort que ses articulations devinrent blanches.
Des pages de signature légalisées vierges, le plus vieux tour du manuel de la fraude. Xavier avait réussi à convaincre un notaire de tamponner à l'avance des pages vierges avec la signature de Nia, puis avait rempli la documentation dont il avait besoin après coup. Avec son permis de conduire, l'imposteur aurait une identification légitime à présenter à la banque. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le parking souterrain. La voiture privée de Nia, un Range Rover bleu nuit avec des vitres blindées et un système de sécurité personnalisé, attendait sur sa place réservée. Elle monta, démarra le moteur et s'engagea dans le trafic de Chicago avec une concentration absolue. Premier Trust & Savings occupait un bâtiment historique dans le quartier financier, le genre d'établissement de vieille fortune où la discrétion était valorisée par-dessus tout. Nia y effectuait ses opérations bancaires parce que son père y était client, et son père avant lui. L'institution se flattait de connaître personnellement ses clients, de fournir un service de gants blancs à des familles qui mesuraient leur richesse en générations, pas seulement en dollars, ce qui signifiait que Xavier avait choisi cet endroit spécifiquement parce qu'il savait que le personnel reconnaîtrait Nia et serait moins enclin à remettre en question la transaction de manière approfondie. La circulation avançait lentement dans le LOP. Nia utilisa ce temps pour passer 3 autres appels. Le premier fut pour son avocat, Mitchell Crane, dont la famille représentait les Kensington depuis 30 ans. Mitchell, j'ai besoin que vous me rejoigniez à Premier Trust au centre-ville dans 20 minutes. Xavier tente de liquider mon portefeuille d'héritage en utilisant un mandataire frauduleux. Mon Dieu, Nia. Avez-vous contacté la police? Pas encore. J'ai besoin de voir comment cela se joue d'abord. Je dois savoir exactement jusqu'où cela va. C'est risqué. S'il réussit le transfert, il ne réussira pas, dit Nia, d'une voix absolue. Mais j'ai besoin d'une preuve documentaire de la tentative. J'ai besoin qu'il soit pris en flagrant délit avec des preuves qui détruisent toute dénégation plausible. Pouvez-vous être là? Je quitte mon bureau maintenant. Le deuxième appel fut pour son détective privé, une femme nommée Claudette Winters, qui l'avait précédemment aidé à évaluer des partenaires commerciaux potentiels. Claudette, je t'envoie une photo. J'ai besoin que tu lances une reconnaissance faciale et que tu identifies une femme qui usurpe actuellement mon identité dans une banque. Quelqu'un se fait passer pour toi, Nia? Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui s'arrête aujourd'hui. À quelle vitesse peux-tu travailler? Si tu peux me donner une image claire, je peux avoir des résultats préliminaires en moins d'1 heure. Je t'obtiendrai l'image. Le troisième appel fut le plus difficile. Sa mère, Diana Kensington, était au Cap pour rendre visite à la famille. C'était le soir là-bas, le soleil se couchant probablement sur la montagne de la table de cette manière spectaculaire qui avait fait tomber son père amoureux de l'Afrique du Sud lors de sa première route maritime vers Durban. Ma chérie, est-ce que tout va bien? La voix de sa mère portait cette intuition maternelle immédiate que quelque chose n'allait pas. Non, maman, ça ne va pas. Mais ça ira. Elle expliqua en détail clinique ce qui se passait. Sa mère écouta en silence, et Nia pouvait l'imaginer assise sur la véranda de la maison de sa sœur, regardant l'océan, son visage se figeant comme toujours lorsqu'elle traitait quelque chose de terrible. Quand Nia eut fini, il y eut un long soupir. Ton père disait toujours que Xavier était trop mielleux, trop prompt aux compliments, trop désireux d'être aimé. J'aurais dû écouter son instinct. Papa voulait que je sois heureuse. Et tu l'as été, jusqu'à ce que tu ne le sois plus. De quoi as-tu besoin de ma part? J'ai besoin que tu saches que quoi que tu vois aux informations ces prochains jours, j'ai géré la situation. Je ne suis pas une victime. Je mets fin à cela. Je le sais, ma fille. Tu es la fille de ton père. Occupe-toi de tes affaires. Le Range Rover tourna sur West Monroe Street. La façade en pierre calcaire de Premier Trust se dressait devant elle, tout en colonnes, laiton et permanence du vieux monde. Nia se gara dans un parking couvert en face, coupa le moteur et vérifia son reflet dans le rétroviseur. Elle paraissait calme, posait l'image même de la cadre prospère qui n'avait rien à prouver et tout à protéger. Elle retoucha son rouge à lèvres, d'un bordeaux profond qui, selon son père, lui donnait toujours l'air d'une reine. Puis elle sortit du véhicule et se dirigea vers la banque avec l'assurance mesurée de quelqu'un qui possédait non seulement des comptes là-bas, mais peut-être le bâtiment lui-même. Le hall était d'un euphémisme élégant, sol en marbre, boiserie en acajou, fleurs fraîches sur des tables anciennes. Un agent de sécurité la salua d'un signe de tête reconnaissant. Elle répondit d'un signe de tête, puis se dirigea non pas vers la salle bancaire principale, mais vers un couloir discret menant à la suite des services exécutifs.
Beverly avait décrit leur emplacement, 3e étage, salle de consultation privée réservée aux clients fortunés qui préféraient que leurs transactions soient traitées à l'abri des regards publics. Nia prit l'ascenseur, son rythme cardiaque étonnamment stable. Ce n'était pas de la peur, c'était la même intensité concentrée qu'elle ressentait avant chaque négociation majeure. Le 3e étage était moquetté d'un vert chasseur profond, les murs ornés de peintures de paysages et d'appliques en laiton. Elle entendait des voix provenant de l'une des salles de consultation, la porte étant entr'ouverte. Elle se rapprocha, restant hors de vue, et écouta. La vérification de conformité ne devrait prendre que quelques minutes de plus, dit la voix de Beverly, calme et désolée. J'apprécie votre patience, monsieur Kensington. Ces nouvelles réglementations fédérales ont rendu les transferts importants plus compliqués, mais nous avons presque terminé le processus. Je comprends parfaitement, répondit Xavier, et entendre sa voix envoya une douleur vive dans la poitrine de Nia. C'était la voix qui avait murmuré des promesses dans l'obscurité, qui avait prononcé des vœux devant 300 invités, qui lui avait dit qu'il l'aimait chaque jour pendant 7 ans. Nous ne sommes pas pressés. Mieux vaut s'assurer que tout est conforme. Puis une voix de femme, plus douce, cultivée, avec juste un soupçon de nervosité, c'est assez impressionnant, vraiment, de voir à quel point vous êtes minutieux. Cela me fait me sentir très en sécurité concernant nos avoirs. Nos avoirs ? Nia se pencha davantage, inclinant la tête juste assez pour voir à travers l'entrebâillement de la porte. Xavier était assis dans un fauteuil en cuir, portant le costume gris Tom Ford qu'elle lui avait acheté pour leur anniversaire. Et à côté de lui, ressemblant remarquablement et de manière dérangeante à Nia elle-même, était assise une femme qui avait manifestement été choisie pour sa ressemblance. La femme avait le même teint de peau brune, bien que, comme Beverly l'avait noté, légèrement plus clair, la même forme générale de visage, des pommettes hautes et un cou élégant. Ses cheveux étaient coiffés pour correspondre au look préféré de Nia. Elle portait des vêtements chers, se comportait avec une confiance empruntée, et avait le permis de conduire de Nia posé sur la table devant elle à côté d'une pile de documents. Nia s'écarta de la porte, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas opportuniste. C'était planifié, répété, exécuté avec précision. Xavier avait trouvé une femme qui lui ressemblait assez pour tromper les gens qui ne connaissaient pas intimement Nia. Il avait volé ses documents d'identité, falsifié ses signatures et tentait de vider ses comptes pendant qu'elle était censée être occupée par ses affaires ailleurs. La question n'était pas seulement comment, mais avec qui, car ce niveau de fraude nécessitait des ressources, des relations et probablement plusieurs complices. Ce n'était pas dans les compétences de Xavier. C'était un représentant en vente pharmaceutique qui s'était montré charmant, beau et ambitieux de manière prometteuse il y a 7 ans. Mais il n'était pas un génie criminel, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Le téléphone de Nia vibra silencieusement. Un SMS de Mitchell, j'approche du bâtiment. Statut. Elle répondit rapidement, 3e étage. N'entrez pas encore dans la salle de consultation. Attendez mon signal. Autre vibration. Claudette, j'ai ta localisation via le traçage du téléphone. J'apporte le matériel photo. Arrivée prévue dans 5 minutes. Tout convergeait. Nia prit une inspiration, redressa son dos et se prépara à entrer dans cette pièce et à affronter l'homme qui avait bâti tout leur mariage sur du sable. Mais d'abord, elle avait besoin d'une dernière information. Elle appela directement le portable de Beverly. Madame Kensington, répondit Beverly dans un murmure. Je suis là, au 3e étage. Combien de temps pouvez-vous encore les faire patienter ? Peut-être 10 minutes de plus avant qu'ils ne deviennent suspects. La soi-disant Madame Kensington commence à être un peu anxieuse. Parfait. Quand j'entrerai dans la pièce, j'ai besoin que vous agissiez avec surprise mais sans alarme. Pouvez-vous faire cela ? Oui, madame. Bien que je doive dire que je suis sincèrement curieuse de voir comment cela se termine. Vous allez bientôt le savoir. Une question, y a-t-il des caméras de sécurité dans cette salle de consultation ? Oui. Tous les flux vont à notre bureau de sécurité et sont conservés pendant 90 jours. Excellent. Assurez-vous que les images d'aujourd'hui soient préservées. J'entre maintenant. Nia mit fin à l'appel, lissa sa robe et poussa la porte de la salle de consultation avec l'autorité calme de quelqu'un qui était exactement là où il devait être. Simultanément, Nia regarda le visage de Xavier se vider de ses couleurs en temps réel, son expression passant d'une relaxation confiante à un choc pur et sans filtre en l'espace d'un battement de cœur. « Bonjour, chérie » dit Nia,
sa voix aussi lisse qu'un vieux whisky. J'espère que je n'interromps rien d'important. La femme à côté de Xavier se figea, sa main à mi-chemin du verre d'eau sur la table. Beverly se tenait près du bureau et, à son crédit, son expression montrait exactement la bonne dose de surprise professionnelle sans basculer dans l'alarme. Madame Kensington, dit Beverly, se reprenant magnifiquement. Je ne m'attendais pas à ce que vous descendiez en personne. Je pensais que vous étiez en train de finaliser cette acquisition au centre-ville. Je l'étais, répondit Nia, entrant pleinement dans la pièce, ses yeux ne quittant jamais le visage de Xavier. Mais j'ai ensuite reçu l'appel le plus fascinant concernant une activité inhabituelle sur mes comptes. Vous comprenez, bien sûr, que je devais enquêter personnellement. La bouche de Xavier s'ouvrit, puis se referma. La femme à côté de lui était devenue totalement immobile, comme un cerf sentant l'approche d'un prédateur. De près, la ressemblance était moins convaincante. Ses traits étaient similaires mais plus doux, moins raffinés. Ses yeux étaient bruns au lieu de la nuance plus foncée de Nia. La structure osseuse était proche mais pas exacte. Nia, je peux expliquer, commença Xavier, sa voix tendue. Oh, je suis certaine que tu le peux, dit Nia, venant se placer directement devant eux, sa présence dominant la pièce. Mais d'abord, je suis curieuse de quelque chose. Elle se tourna vers la femme. Quel est votre véritable nom? Parce que nous savons toutes les deux que vous n'êtes pas moi. Les yeux de la femme se tournèrent vers Xavier, cherchant une direction, n'en trouvant aucune. Sa voix sortit petite, effrayée. Simone. Simone Duchamp. Simone, répéta Nia, goûtant le nom. Et combien mon mari vous payait-il pour commettre une fraude criminelle, Simone? Je ne savais pas que c'était de la fraude. Xavier a dit que vous aviez donné votre permission. Il a dit que vous refinanciez des actifs pour une nouvelle entreprise et que vous aviez besoin de quelqu'un pour s'occuper de la paperasse parce que vous voyagiez à l'étranger. Il a dit que tout était légal. Histoire pratique, dit Nia. Elle ramassa son permis de conduire sur la table, l'examina, puis le glissa dans son sac à main. Dites-moi, Simone, ne vous a-t-il pas semblé étrange que cette transaction soi-disant légale exige que vous fassiez semblant d'être quelqu'un d'autre? Que vous deviez utiliser une pièce d'identité volée? Que nous nous rencontrions dans une pièce privée plutôt que de mener les affaires de manière transparente. Les mains de Simone tremblaient. Il a dit que les gens riches faisaient les choses différemment. Que la discrétion était importante pour les transferts de grande valeur. Et vous l'avez cru parce qu'il était charmant, finit Nia. Parce qu'il vous a fait vous sentir spécial, choisi, comme si vous faisiez partie de quelque chose d'exclusif. Elle jeta un coup d'œil à Xavier, dont la mâchoire était si serrée qu'un muscle tressaillait dans sa joue. C'est son talent particulier faire croire aux gens qu'ils comptent pour lui jusqu'au moment où il a fini de les utiliser. Nia, tu es dramatique, dit Xavier, retrouvant enfin sa voix, essayant de reprendre le contrôle par pure audace. C'est un malentendu. Oui, je m'occupais d'une restructuration financière, mais c'était pour nous, pour notre avenir. Les opportunités d'investissement dont je te parlais. Les opportunités d'investissement, répéta platement Nia. Tu veux dire l'entreprise de crypto-monnaie que tu as mentionnée le mois dernier? Ou la start-up technologique que tu voulais que je finance? Ou peut-être le concessionnaire de voitures de luxe pour lequel tu étais si enthousiaste lors du dîner avec les Robinson? Tout cela. Je consolidais les capitaux pour maximiser nos rendements. Sans m'en parler? À mon insu? En utilisant des documents falsifiés et une femme usurpant mon identité? J'allais te le dire une fois que tout serait finalisé. Je voulais te surprendre avec les bénéfices. Nia rit un son sec et amer. Xavier, j'ai négocié avec des capital risqueurs, des gestionnaires de fonds spéculatifs et des cadres d'entreprises qui pourraient acheter et vendre de petits pays. Penses-tu honnêtement que je suis assez stupide pour croire que tu planifiais un cadeau surprise qui nécessitait de voler 20 millions de dollars de mon héritage? La porte s'ouvrit derrière elle. Mitchell Crane entra, impeccable dans un costume anthracite, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, portant une mallette en cuir qui coûtait probablement plus cher que les véhicules de la plupart des gens. Il évalua la pièce d'un seul regard circulaire, ses yeux d'avocat expérimenté ne manquant rien. Madame Kensington, dit-il avec une courtoisie formelle. Je suis venu aussi vite que possible. Mitchell, timing parfait, dit Nia. J'aimerais vous présenter Simone Duchamp, qui s'est fait passer pour moi, et mon mari, Xavier, qui a orchestré tout ce plan de fraude.
Mitchell posa sa mallette sur la table avec un bruit sourd délibéré. Je vois. Beverly, j'espère que toutes les transactions ont été suspendues. Complètement, confirma Beverly. Aucun transfert n'a été effectué. Toute la documentation a été signalée et préservée. Excellent. Mitchell ouvrit sa mallette, en sortant une tablette et un bloc-notes juridique. Monsieur Kensington, je vous conseille vivement de rester silencieux et de contacter votre propre représentant légal immédiatement. Tout ce que vous direz à partir de maintenant peut et sera utilisé contre vous tant dans les procédures pénales que dans le litige de divorce. Divorce? La voix de Xavier se brisa sur le mot. Nia, allons. On peut arranger ça. 7 ans de mariage et tu es prête à tout gâcher pour un malentendu? Un malentendu, répéta lentement Nia. Elle tira l'une des chaises en cuir et s'assit, croisant les jambes, sa posture dégageant le genre de puissance contrôlée qui venait de années de direction de conseil d'administration. Laisse-moi clarifier quelque chose pour toi, Xavier. Ce n'est pas un malentendu. C'est une tentative de vol qualifié, un vol d'identité, une fraude et une falsification. Ce sont des crimes fédéraux. Le fait que nous soyons mariés ne te protège pas, cela rend les choses pires parce que tu as violé une position de confiance. Une autre silhouette apparut dans l'encadrement de la porte, Claudette Winters, habillée tout en noir, portant un appareil photo professionnel et un sac d'équipement. C'était une femme frappante dans la cinquantaine avec des tresses argentées ramenées dans un chignon élégant et des yeux qui ne manquaient rien. Madame Kensington, dit-elle avec un léger signe de tête. J'ai tout ce que vous avez demandé. Claudette. Excellent. S'il vous plaît, documentez tout le monde dans cette pièce. Capture faciale complète, en particulier de Mademoiselle Duchamp et de Monsieur Kensington. Claudette se déplaça efficacement, son appareil photo cliquant en succession rapide. Simone essaya de se détourner, mais la voix de Claudette l'arrêta. Mademoiselle Duchamp, je resterais immobile si j'étais vous. Tenter d'éviter la documentation ne fait que vous faire paraître plus coupable. Et croyez-moi, il y a déjà des caméras de sécurité qui enregistrent tout. Xavier se leva brusquement, sa chaise grinçant sur le sol. C'est de la folie. Nia, tu me traites comme un criminel. Tu es un criminel, dit simplement Nia. La question est juste de savoir quelle est l'étendue de ton réseau criminel. Elle se tourna vers Simone. Mademoiselle Duchamp, je vais vous donner exactement une occasion de vous aider. Qui d'autre est impliqué dans ce plan? Parce que je sais que mon mari n'est pas assez intelligent pour orchestrer seul quelque chose d'aussi complexe. Les yeux de Simone s'emplirent de larmes. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Xavier m'a approché il y a 6 semaines. Il a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour un travail ponctuel. Il m'a offert 50 000 $. Je suis une étudiante de 2e cycle. J'ai des prêts. Il m'a montré des photos de vous, a dit que nous nous ressemblions assez. Il m'a coaché sur la façon de me coiffer, quoi porter, comment me comporter. 50 000, dit Nia. Pour voler 20 millions. Quel beau retour sur investissement. Où étiez-vous censé le retrouver après le transfert? Un aéroport privé. Midway. Il a un jet affrété qui l'attend. Il a dit que nous volerions vers les îles Caïmans, réglerions quelques papiers supplémentaires, et que je recevrais mon paiement en espèces. Les îles Caïmans, dit Mitchell, prenant des notes. Territoire bancaire offshore classique. Laissez-moi deviner, Monsieur Kensington, vous avez déjà des comptes là-bas configurés pour recevoir les fonds transférés. Xavier ne dit rien, mais son silence valait réponse. Le téléphone de Nia vibra un SMS de Claudette, qui photographiait toujours. Analyse préliminaire de reconnaissance faciale sur Duchamp effectuée. Elle a des antécédents judiciaires. Vérifie tes emails. Nia ouvrit ses emails sur son téléphone, parcourant rapidement. Simone Duchamp avait été arrêtée 2 fois au cours des 5 dernières années, une fois pour fraude par chèque, charge finalement abandonnée, et une fois pour vol d'identité, requalifiée en délit mineur. Elle n'était pas une étudiante innocente désespérée d'argent, c'était une professionnelle. Simone, dit doucement Nia, vous n'êtes pas du tout étudiante, n'est-ce pas? Vous êtes une arnaqueuse avec un casier, ce qui signifie que Xavier ne vous a pas trouvé par hasard. Quelqu'un vous a mis en contact tous les deux. La façade de Simone craqua complètement. Je veux un avocat. Je ne dirai rien d'autre. Choix judicieux, dit Mitchell.
bien que je doive vous informer que la coopération à ce stade influe considérablement sur la discrétion du procureur. La porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, 2 agents de la police de Chicago entrèrent, appelés par Beverly pendant la confrontation. Ils évaluèrent la scène avec un regard professionnel. Nous avons reçu un rapport de fraude potentielle en cours, dit l'officier le plus âgé, une femme noire avec des galons de sergent et des yeux qui avaient tout vu. Officier, merci d'avoir répondu si rapidement, dit Nia en se levant. Je suis Nia Kensington. Ce sont mes comptes qui ont été visés. Cette femme a usurpé mon identité en utilisant une pièce d'identité volée, et mon mari a orchestré le plan pour transférer frauduleusement 20 millions de dollars de mon portefeuille d'investissement. Le sergent regarda Xavier, puis Simone, puis les documents étalés sur la table. La banque est-elle prête à porter plainte? Absolument, dit Beverly. Nous avons la vidéosurveillance, les tentatives de fraude documentées et les signatures falsifiées. Nous prenons les crimes financiers très au sérieux. Mademoiselle Duchamp, M. Kensington, j'ai besoin que vous vous leviez tous les deux et placiez vos mains derrière votre dos, dit le sergent. Le visage de Xavier passa du blanc choqué au rouge furieux. Tu me fais arrêter? Nia, je suis ton mari. Tu étais mon mari, corrigea Nia. Jusqu'au moment précis où tu as décidé que mon héritage valait plus pour toi que nos vœux de mariage. Officier, il pourrait tenter de quitter le pays. Il y a un avion affrété qui attend à l'aéroport de Midway à son nom. Le deuxième officier, un jeune homme aux yeux alertes, transmit immédiatement l'information par radio. Centrale, nous avons besoin d'unités à Midway pour sécuriser un vol privé au nom de Xavier Kensington. Le suspect pourrait avoir des complices et présente un risque de fuite. Les menottes se refermèrent avec un clic. Xavier parlait toujours, sa voix montant dans les aigus et le désespoir. Nia, s'il te plaît, réfléchis à ce que cela signifie. Pense à la publicité, à ta réputation, à nos familles. La communauté des affaires va jaser. Qu'il jase, dit Nia. Elle se tint directement devant lui, assez près pour que lui seul puisse entendre ses paroles suivantes. Tu pensais que j'étais tellement concentré sur ma carrière que je ne remarquerais pas que tu démantelais ma vie de l'intérieur. Tu pensais être plus intelligent que moi. Tu pensais avoir épousé une femme trop distraite par le succès pour te voir tel que tu es réellement, un parasite. Ses yeux s'écarquillèrent. Pendant un instant, elle vit quelque chose y vaciller. Pas de remords de la peur. Qui d'autre est impliqué, Xavier? Cette opération nécessitait des informations internes, connexions bancaires, documentation juridique, un faussaire, un pilote, des comptes offshore. Tu n'as pas organisé tout cela seul. Je ne dirai rien sans mon avocat. Tu n'as pas besoin de le faire, dit doucement Nia. Je les trouverai de toute façon, et quand je le ferai, je m'assurerai qu'ils comprennent exactement à quel point il est coûteux de s'en prendre à l'héritage de ma famille. Les officiers escortèrent Xavier et Simone vers la porte. En passant, Simone se retourna, la voix brisée. Je suis désolé. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas ce que je faisais. Si, tu le savais, dit Nia sans sympathie. Tu t'en fichais simplement jusqu'à ce que tu sois prise. La pièce se vida, à l'exception de Nia, Mitchell, Beverly et Claudette. Le silence semblait lourd, chargé du poids de tout ce qui venait de se passer. Beverly parla la première. Madame Kensington, au nom de Premier Trust, je tiens à m'excuser que cette situation ait progressé aussi loin. Nos protocoles auraient dû détecter les falsifications plus tôt. Vos protocoles ont fonctionné exactement comme ils le devaient, dit Nia. Vous m'avez appelé pour une confirmation verbale avant tout mouvement d'argent. C'est ce qui a tout sauvé. Mitchell prenait déjà des notes, son esprit juridique organisant les étapes suivantes. Nous devons geler tous les comptes joints immédiatement. Déposer des ordonnances de protection d'urgence empêchant Xavier d'accéder aux actifs partagés. Engager une procédure de divorce pour motif de fraude. Et nous devons examiner votre contrat de mariage. Nous n'en avons pas, dit doucement Nia. Le stylo de Mitchell s'arrêta. Vous n'avez pas de contrat de mariage, Nia? Vous valiez 40 millions de dollars quand vous l'avez épousé. Mon père m'avait conseillé d'en faire un. J'ai refusé. Je pensais que cela montrait un manque de foi dans le mariage. Elle rit amèrement. J'étais idéaliste. Stupide. Vous étiez amoureuse, dit gentiment Claudette. Ce n'est pas la même chose que d'être stupide. En Illinois,
cela signifie que les biens matrimoniaux sont partagés à 50-50e, dit Mitchell d'une voix grave. Tout ce qui a été acquis pendant le mariage est une propriété commune, vos participations commerciales, l'appréciation immobilière, les rendements des investissements sauf mon héritage, interrompit Nia. Les biens hérités restent des biens propres à moins qu'ils ne soient mélangés. Et j'ai gardé l'héritage de mon père strictement séparé. Chaque dollar, chaque investissement, chaque propriété de sa succession est restée dans des comptes distincts sous mon seul nom. Xavier n'a aucun droit légal sur tout cela. Mitchell hocha lentement la tête. Intelligent. Mais les actifs que vous avez bâtis pendant le mariage, la croissance de votre société de capital investissement, les propriétés achetées avec des fonds matrimoniaux, même votre salaire peuvent être abordés devant le tribunal du divorce. Nia termina, mais voici ce que vous ne savez pas, Mitchell, il y a 6 mois, j'ai tout restructuré. Chaque participation commerciale est désormais sous une structure d'entreprise avec des accords d'exploitation blindés. Mon nom figure à la direction, mais la propriété est distribuée via une fiducie familiale antérieure au mariage. Xavier n'a aucun droit. Mitchell la regarda fixement. Quand avez-vous fait cela? Quand j'ai commencé à remarquer des irrégularités. De petites choses. Des mouvements d'argent entre comptes que Xavier ne pouvait pas expliquer de manière adéquate. Des appels téléphoniques qu'il prenait dans d'autres pièces. Un reçu pour des bijoux que je n'ai jamais reçus. Je n'avais pas de preuves d'infidélité ou de fraude, mais j'avais des soupçons, alors je me suis protégé. Vous aviez planifié cela, dit Claudette, une note d'admiration dans la voix. Je me préparais à cette éventualité, corrigea Nia. J'espérais me tromper. J'espérais être paranoïaque. Mais mon père disait toujours, l'espoir n'est pas une stratégie. Elle regarda Mitchell. J'ai besoin que tout ce qu'il a fait soit documenté et poursuivi. J'ai besoin que toute l'étendue de cette conspiration soit exposée, et je dois savoir qui d'autre était impliqué parce que quelqu'un lui a donné le plan de cette machination. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle répondit, Nia Kensington. Madame Kensington, ici l'inspecteur Marcus Chen de l'unité des crimes financiers de la CPD. J'ai été briefé sur votre dossier. Nous avons détenu votre mari et mademoiselle Duchamp. Lors de l'enregistrement, nous avons trouvé des objets intéressants. M. Kensington transportait un second téléphone que nous pensons qu'il utilisait pour coordonner cette fraude. Nous aurons besoin de votre autorisation pour examiner les dossiers financiers pendant que nous constituons le dossier. Vous avez ma coopération totale, inspecteur. Tout ce dont vous avez besoin. Il y a autre chose. Quand nous avons fouillé le véhicule de mademoiselle Duchamp, nous avons trouvé un second jeu de documents d'identité. Pas les vôtres, l'identité d'une autre femme. Une certaine Keisha Morrison de Gary, l'Indiana. Nous pensons qu'il pourrait y avoir d'autres victimes ou d'autres stratagèmes en jeu. Le sang de Nia ne fit qu'un tour. Il a déjà fait ça. Nous enquêtons sur cette possibilité. Madame Kensington, je dois vous demander, y avait-il d'autres signes avant-coureurs? Des tentatives précédentes d'accéder à vos finances. Nia repensa à l'année écoulée. L'été dernier, il m'a demandé de l'ajouter à mon compte de courtage pour m'aider à surveiller les investissements pendant que je voyageais. J'ai décliné. Il y a 3 mois, il a suggéré que nous regroupions toutes nos opérations bancaires par simplicité. J'ai refusé. Il y a 1 mois, il m'a demandé si j'avais déjà envisagé de prendre une assurance vie supplémentaire. Il a dit avoir entendu parler de bonnes polices via ses contacts dans l'industrie pharmaceutique. Une assurance vie, répéta l'inspecteur Chen. Quelle couverture avez-vous actuellement? 5 millions via ma société avec Xavier comme bénéficiaire. C'est une couverture standard pour les cadres. Pourquoi? Il y eut une pause. Madame Kensington, je pense que vous devriez envisager la possibilité que le plan d'aujourd'hui n'était pas son objectif final. C'était peut-être son plan de secours. Les implications s'abattirent sur elle comme de l'eau glacée. Si le vol n'avait pas fonctionné, il y avait d'autres moyens d'accéder à sa fortune. Des moyens plus sombres. Je vais faire réviser mes dispositions de sécurité immédiatement, dit Nia, sa voix ferme malgré la peur qui lui tenaillait la poitrine. Nous posterons une voiture de patrouille devant votre résidence ce soir, dit l'inspecteur Chen. Juste par précaution. Nous traitons les preuves de l'aéroport. S'il y a d'autres conspirateurs, nous les identifierons. L'appel se termina. Nia se tenait dans la salle de consultation,
entouré de son avocat, de son enquêteur et de la banquière qui avait sauvé sa fortune grâce à un simple coup de téléphone. À travers la fenêtre, elle pouvait voir la silhouette de Chicago, la même vue que son père avait aimée. La ville où il avait tout bâti, ce qu'elle luttait maintenant pour protéger. « Je dois appeler mes enfants, dit-elle calmement. Ils sont à l'école. Ils finiront par en entendre parler. Cela doit venir de moi. » Claudette lui toucha doucement l'épaule. « Que voulez-vous leur dire ? » La vérité, dit Nia. Que leur père a fait des choix terribles. Que ces choix ont des conséquences, et que protéger notre famille signifie parfois prendre des décisions impossibles. Mitchell ferma sa mallette. Je déposerai les papiers du divorce aujourd'hui. Une requête d'urgence pour la protection totale des actifs, des ordonnances de protection, tout. Demain matin, il ne pourra plus toucher un seul dollar de quoi que ce soit lié à votre nom. Et l'affaire pénale, c'est maintenant le territoire du procureur. Mais avec les preuves vidéo, les témoignages de témoins, les documents falsifiés et le plan de fuite tenté, il fera face à des accusations fédérales, fraude électronique entre États. La connexion avec les îles Caïmans rend cela international. Nous parlons de peines de prison sérieuses. Nia hocha lentement la tête. 7 ans de mariage effacés en un après-midi. 2 enfants qui devront grandir en comprenant que leur père a choisi l'avidité plutôt que la famille. Une vie qu'elle avait bâtie et qui devait maintenant être démantelée et reconstruite sans la pourriture à ses fondations. Mais elle était toujours debout. L'héritage de son père était en sécurité, et l'empire qu'il avait bâti désormais à elle de le protéger restait intact. 3 semaines plus tard, Nia Kensington était assise dans la salle de conférence de son avocat au 52e étage de la Willis Tower, regardant le soleil se coucher sur le lac Michigan dans des traînées d'ambre et de pourpre. La vue était spectaculaire, le genre de panorama pour lequel les promoteurs immobiliers tueraient, mais elle le remarquait à peine. Son attention était fixée sur les documents étalés sur la table en acajou, les preuves accumulées de la trahison de son mari, chaque page plus accablante que la précédente. Les comptables judiciaires ont trouvé quelque chose d'intéressant, dit Mitchell, faisant glisser un rapport vers elle. Xavier ne s'en est pas seulement pris à votre héritage. Il a systématiquement vidé les comptes joints au cours des 18 derniers mois. De petits transferts, toujours inférieurs à 10 000 $ pour éviter les exigences fédérales de déclaration. Des achats d'équipements de restaurants qui ne se sont jamais matérialisés. Des opportunités d'investissement qui n'existaient pas. Il a retiré environ 370 000 $ de vos actifs matrimoniaux. Nia parcouru les transactions surlignées, la mâchoire serrée. Où est allé cet argent ? Plusieurs destinations. Des comptes offshore aux Caïmans, oui, mais aussi des portefeuilles de crypto-monnaies, des sociétés écrans enregistrées au Delaware et au Nevada, et des retraits d'espèces que nous traçons encore. Mitchell fit une pause, ajustant ses lunettes de lecture. Mais voici où cela devient plus complexe. L'argent n'est pas resté chez Xavier. Que voulez-vous dire ? Il le transférait à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui dirigeait toute l'opération. Mitchell sortit une photographie sur sa tablette. Le nom de Reginald Thorne vous dit-il quelque chose ? Nia étudia l'image, un homme d'une 50aine d'années, aux traits distingués, barbe argentée, portant un costume coûteux et des lunettes de soleil aviateur. Quelque chose en lui déclencha un vague souvenir. Je l'ai déjà vu. Je n'arrive pas à situer où. C'est un consultant financier ou du moins c'est ce que disent ses cartes de visite. En réalité, c'est un escroc spécialisé dans ce qu'on appelle la fraude par affinité, ciblant les familles noires aisées à travers les connexions sociales et les liens communautaires. Il identifie des individus fortunés, se rapproche de quelqu'un dans leur cercle restreint et orchestre des stratagèmes élaborés pour les séparer de leurs actifs. Comment Xavier l'a-t-il rencontré ? Lors d'un événement de réseautage pour entrepreneurs noirs il y a environ 2 ans. Thorne a approché Xavier, s'est lié d'amitié avec lui, et a lentement commencé à planter des idées lui faisant sentir son inadéquation par rapport à votre succès, suggérant qu'il méritait plus de reconnaissance, plus de richesse, plus de pouvoir. Des tactiques de manipulation classiques. Nia sentit son estomac se nouer. 2 ans. Xavier planifiait cela depuis 2 ans, lentement empoisonné contre elle par un prédateur qui comprenait exactement quelles insécurités exploiter. Thorne a déjà fait cela, continua Mitchell. Nous avons identifié au moins 6 autres cas au cours de la dernière décennie. Des familles noires riches à Atlanta, Houston, Philadelphie. Ils trouvent le maillon faible, généralement un conjoint ou un frère ou une sœur qui se sent éclipsé, et les convainc qu'ils ont droit à plus. Ensuite,
il fournit les outils, faussaires, imposteurs, connexions bancaires offshore. Il prend 60% de tout ce qu'ils volent, et quand ils se font inévitablement prendre, il disparaît pendant qu'ils assument la responsabilité. Quelqu'un n'a-t-il réussi à le poursuivre? Une fois. Il a purgé 3 ans dans une prison fédérale, est sorti pour bonne conduite et s'est remis immédiatement au travail. Il est prudent. Il ne manipule jamais directement l'argent et ne signe aucun document. C'est l'architecte, mais ce sont ses victimes qui exécutent les crimes réels. Nia se leva et marcha vers la fenêtre, son reflet flottant sur la silhouette de Chicago. Quelque part là-bas, dans l'un de ces bâtiments ou maisons de ville onéreuse ou condominium de luxe, Reginald Thorne planifiait probablement sa prochaine cible, étudiant sa prochaine victime. « Je le veux », dit-elle calmement. « Nia, c'est maintenant le problème du FBI. Crime financier entre États, conspiration, fraude, je veux qu'il soit détruit », interrompit Nia, se retournant vers Mitchell. « Pas seulement arrêté, pas seulement poursuivi. Je veux que son réseau soit démantelé, ses actifs saisis, sa réputation anéantie si radicalement qu'il ne puisse plus jamais faire cela à une autre famille. » Mitchell l'étudia attentivement. « Qu'avez-vous en tête ? » Un autre type de poursuite. Le genre qui se passe dans les salles de conseil et les cercles d'investissement, dans les clubs privés où des hommes comme Thorne bâtissent leur réputation. Elle revint à la table, son esprit élaborant déjà une stratégie. Il survit parce que les gens ne parlent pas du fait d'avoir été victime. C'est embarrassant. Cela fait paraître les familles prospères comme des idiotes. Ses précédentes victimes sont donc restées silencieuses, ont réglé l'affaire en privé, et il est passé à la cible suivante. Vous voulez rendre cela public? Je veux le rendre infâme, corrigea Nia. Je veux que chaque entrepreneur noir, chaque famille aisée, chaque institution bancaire privée connaisse son visage et ses méthodes. Je veux que son escroquerie soit si totalement exposée qu'il ne puisse opérer nulle part dans ce pays. Claudette, qui était restée assise tranquillement dans le coin à examiner les images de sécurité, prit la parole. Je peux aider pour cela. J'ai déjà retrouvé 3 de ses précédentes victimes. 2 sont prêtes à parler si elles sont protégées de la publicité. La 3e, une femme à Philadelphie dont le frère lui a volé 6 millions de dollars, elle est prête à témoigner officiellement. Contactez-les toutes, dit Nia. Offrez-leur tout le soutien dont elles ont besoin, ressources juridiques, sécurité, conseils psychologiques. Je couvrirai les frais. Je veux que leurs histoires soient documentées et vérifiées. Son téléphone vibra. Un SMS de sa mère, appelle-moi quand tu peux. Quelque chose que tu dois savoir sur les enfants. Nia s'excusa et sortit dans le couloir, composant le numéro immédiatement. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va mal, ma chérie. Mais Amara est rentrée de l'école aujourd'hui avec des questions. Un de ses camarades a vu quelque chose en ligne à propos de l'arrestation de Xavier. L'histoire commence à fuiter malgré les ordonnances de confidentialité du tribunal. Nia ferma les yeux. Amara avait 13 ans, brillante et perspicace, avec le charme de son père et l'esprit analytique de sa mère. Son frère cadet Isaiah n'avait que 9 ans, encore assez innocent pour croire que son père était simplement en voyage d'affaires. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que son père avait commis de graves erreurs et que parfois les adultes blessent les personnes qu'ils sont censés protéger. Elle a demandé s'il allait rentrer à la maison. J'ai dit que cela dépendait des tribunaux et de toi. Qu'est-ce qu'elle veut? Diana resta silencieuse un moment. Elle a demandé si tu étais en sécurité. Elle voulait savoir si son père avait essayé de te faire du mal. La question frappa Nia comme un coup physique. Elle s'appuya contre le mur, le marbre poli frais contre son dos. Que lui as-tu dit? Je lui ai dit que tu es la femme la plus forte que j'ai jamais connue et que tu protégerais toujours ta famille, peu importe ce que cela te coûterait. Puis elle m'a demandé autre chose. Elle a demandé si elle avait encore le droit d'aimer son père même s'il avait fait quelque chose de terrible. Des larmes brûlèrent les yeux de Nia. Que as-tu répondu? J'ai dit que l'amour est compliqué. Que nous pouvons aimer les gens tout en les tenant responsables de leurs actes. Que d'aimer quelqu'un ne signifie pas excuser ce qu'il a fait ou prétendre que cela ne nous a pas blessés. La voix de Diana s'adoucit. C'est ta fille, Nia. Elle comprend plus que tu ne le penses. Je devrais rentrer. Leur parler à tous les deux. Tu devrais. Mais d'abord, finis ce que tu fais. Construis le dossier et protège l'héritage que leur grand-père leur a laissé. Quand tu rentreras,
tu pourras leur dire que tu n'as pas seulement survécu à cela, tu t'es assuré que cela ne puisse plus jamais arriver à personne d'autre. Nia retourna dans la salle de conférence avec une détermination renouvelée. Mitchell avait été rejoint par 2 procureurs fédéraux, 2 femmes noires qui avaient bâti leur carrière sur la poursuite des crimes financiers. La plus âgée des deux, une femme nommée Adrienne Hightower avec des mèches grises et des yeux perçants, examinait les dossiers avec une expression de pure fureur professionnelle. « Madame Kensington, dit Adrienne alors que Nia entrait. J'ai suivi votre dossier. Je suis le procureur principal sur les accusations fédérales de fraude contre votre mari et Reginald Thorne. Vous avez lié Thorne à cela. Nous l'avons fait. Le téléphone que Xavier transportait contenait des messages cryptés entre lui et Thorne remontant à 23 mois. Des instructions détaillées sur la façon de falsifier des documents, des recommandations pour des imposteurs, des protocoles bancaires pour déplacer des fonds offshore. Thorne le coachait à chaque étape. Pouvez-vous faire tenir les accusations contre Xavier? Absolument. Les preuves sont accablantes. Contre Thorne, c'est plus compliqué. Il est prudent avec son empreinte numérique, utilise des applications cryptées qui suppriment les messages, et ne met jamais son nom sur aucun document financier. Mais nous avons quelque chose que nous n'avions pas dans les affaires précédentes. Adrienne se pencha en avant. Nous vous avons, vous. Une victime prête à se battre publiquement, avec des ressources pour financer une enquête approfondie et des connexions pour exposer son réseau dans plusieurs industries. La seconde procureure, plus jeune, les cheveux en un chignon élégant et portant un costume de pouvoir bleu marine, prit la parole. Madame Kensington, si vous êtes prête à témoigner et à nous aider à entrer en contact avec les autres victimes de Thorne, nous pouvons monter un dossier RICO. Des accusations de racket, un modèle de comportement criminel entre États qui entraîne un minimum de 20 ans de prison. Que attendez-vous de moi? Tout, dit simplement Adrienne. Vos dossiers financiers, votre témoignage sur la façon dont Xavier a changé après avoir rencontré Thorne, toutes les conversations que vous avez surprises ou les communications auxquelles vous pouvez accéder. Nous avons aussi besoin que vous nous aidiez à convaincre les autres victimes de Thorne de se manifester. Pour l'instant, nous en avons 3 prêtes à parler en privé. Nous avons besoin qu'elles acceptent de témoigner publiquement. Nia hocha lentement la tête. Je le ferai. Tout ce dont vous avez besoin. Il y a autre chose que vous devriez savoir, dit Adrienne, son expression s'assombrissant. Pendant notre enquête, nous avons trouvé des communications suggérant que Thorne prévoyait de passer à la vitesse supérieure si le vol ne fonctionnait pas. Il y avait des recherches sur le téléphone de Xavier concernant des polices d'assurance vie, des prestations de décès accidentels, et la mise en scène d'incidents qui ressembleraient à des cambriolages domestiques. L'implication resta suspendue dans l'air comme de la fumée. Mitchell avait eu raison. Le vol de 20 millions de dollars n'était pas l'objectif final. C'était le plan A. S'il échouait, il y avait des options plus sombres qui attendaient. Il allait me tuer, dit Nia, sa voix ferme malgré la glace dans ses veines. Nous n'avons pas de preuves concrètes de cette intention, dit prudemment la plus jeune procureure. Mais l'historique de recherche combiné aux demandes de renseignements sur l'assurance vie crée un schéma profondément préoccupant suffisant pour ajouter la conspiration en vue de commettre un meurtre aux accusations, éventuellement, si nous pouvons établir que les recherches ont dépassé la curiosité pour devenir de la planification. Nous travaillons avec la police scientifique numérique actuellement. Nia se leva et marcha à nouveau vers la fenêtre, traitant toutes ces informations. Son mari n'avait pas seulement essayé de la voler. Il s'était préparé à l'effacer complètement, à rendre leurs enfants orphelins, à l'éliminer pour pouvoir hériter de tout via les prestations de décès et les lois successorales et tout cela orchestré par un homme qui faisait carrière en détruisant des familles comme la sienne. Je veux le rencontrer, dit soudainement Nia. Rencontrer qui? Demanda Mitchell. Thorne. Je veux m'asseoir en face de lui et le regarder dans les yeux. Ce n'est pas conseillé, dit immédiatement Adrienne. Il est dangereux, manipulateur et extrêmement intelligent. Il essaiera de vous intimider ou de vous manipuler pour vous faire dire quelque chose qui pourrait compromettre l'affaire. Qu'il essaie, dit Nia. Je n'ai pas bâti une société de capital investissement de 40 millions de dollars en étant facile à intimider. J'ai négocié avec des gens qui pourraient acheter de petites nations. J'ai conclu des accords alors que des gestionnaires de fonds spéculatifs essayaient activement de me saboter. Reginald Thorne n'est qu'un prédateur de plus dans un costume coûteux. Adrienne et sa collègue échangèrent des regards. Si nous l'organisons, cela devra être contrôlé. Dispositif d'enregistrement, témoins, limites juridiques claires. Très bien. Organisez cela.
Mitchell se leva, l'expression inquiète. Nia, qu'espérez-vous accomplir? Je veux qu'il comprenne qu'il a choisi la mauvaise famille. Que nous détruire n'était pas juste une énième escroquerie. C'était l'erreur qui a mis fin à sa carrière. Elle se retourna pour leur faire face à tous. Et je veux qu'il sache que chaque famille dont il a été la victime avant nous a maintenant quelqu'un prêt à se battre pour elle. 4 jours plus tard, Nia était assise dans une salle d'entretien d'un centre de détention fédéral, regardant Reginald Thorne entrer en combinaison orange et avec des entraves. Il avait perdu ses lunettes aviateurs et son costume coûteux, mais son allure restait confiante, presque amusée. Il s'assit en face d'elle, séparé par une table en métal, et sourit comme s'ils se rencontraient dans un country club plutôt que dans une prison. Madame Kensington, dit-il, sa voix suave et cultivée. J'ai tellement entendu parler de vous. Je n'en doute pas, répondit Nia. Vous étudiez ma famille depuis 2 ans, analysant nos faiblesses, planifiant comment nous détruire. Détruire est un mot tellement dur. Je préfère penser qu'il s'agit de redistribuer les ressources à ceux qui les apprécient davantage. Vous voulez dire voler des familles qui ont bâti leur richesse à travers des générations de travail et de sacrifices? Thorne haussa les épaules, les chaînes à ses poignets cliquetant doucement. J'offre des choix aux gens, Madame Kensington. Votre mari a choisi d'accepter mon aide. Il a choisi de falsifier vos signatures, d'embaucher une imposteur, de planifier le vol. J'ai simplement fourni les outils. Vous avez fourni le poison, corrigea Nia. Vous avez identifié un homme peu sûr de lui marier à une femme accomplie, et vous avez passé 2 ans à le convaincre qu'il méritait ce qu'elle avait gagné. Vous avez exploité ses faiblesses et tordu ses ressentiments jusqu'à ce qu'il soit prêt à commettre des crimes fédéraux. Il était déjà prêt. Je lui ai juste donné la permission de passer à l'acte pour ce qu'il voulait déjà. Nia se pencha légèrement en avant. Savez-vous ce que mon père disait? Il disait, il y a 2 types de personnes dans ce monde, les bâtisseurs et les parasites. Les bâtisseurs créent de la valeur, emploient des gens, contribuent à leur communauté, laissent des héritages. Les parasites trouvent les bâtisseurs et s'y attachent, consommant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Une philosophie intéressante. Vous êtes un parasite, Monsieur Thorne. Et le propre des parasites, c'est qu'ils ne réussissent que jusqu'à ce que l'autre développe une immunité. Vous avez opéré dans les communautés noires parce que vous comprenez nos vulnérabilités particulières, la pression de réussir, le désir d'aider les membres de la famille, la réticence à rendre public le fait d'être victime. Vous avez utilisé notre culture comme une arme contre nous. Le sourire de Thorne se crispa légèrement. Et maintenant vous êtes ici pour me donner un cours de moralité pour me faire culpabiliser. Non, dit Nia. Je suis ici pour vous informer que je consacre des ressources importantes pour m'assurer que vous ne victimiserez plus jamais une autre famille. J'ai pris contact avec 6 de vos précédentes victimes. 5 sont prêtes à témoigner. Je finance leur représentation juridique, leur sécurité et tous les services thérapeutiques dont elles ont besoin pour traiter leur traumatisme. Je travaille également avec les procureurs fédéraux pour monter un dossier RICO qui vous mettra à l'ombre pour des décennies. Les accusations RICO exigent de prouver un schéma de racket. C'est difficile à établir. Pas quand on a 6 victimes sur 10 ans, suivant toutes le même schéma. Pas quand on a des dossiers financiers montrant le flux d'argent volé à travers vos sociétés écrans. Pas quand on a des messages cryptés cochant vos victimes tout au long du processus de fraude. Nia fit une pause. Et certainement pas quand on a une victime avec les ressources et la détermination nécessaires pour aller jusqu'au bout. Pour la première fois, quelque chose vacilla dans les yeux de Thorne. Pas tout à fait de la peur, mais de la reconnaissance. Il comprenait enfin que Nia n'était pas juste une autre personne riche qu'il avait lésée. C'était quelqu'un qui ferait de sa destruction une mission personnelle. Vous ne pouvez pas gagner, dit-il, mais sa voix avait perdu de sa certitude. J'ai déjà gagné, répondit Nia. Votre opération est exposée. Vos méthodes sont documentées. Chaque institution financière du pays aura votre visage et vos schémas dans ses dossiers. Même si vous évitez d'une manière ou d'une autre la condamnation, vous ne travaillerez plus jamais. Et chaque famille à qui vous avez fait du mal a maintenant quelqu'un pour la défendre. Elle se leva, lissant sa robe. Mon père a bâti sa fortune à partir d'un seul camion de livraison. Il travaillait 18 heures par jour, sacrifiait du temps avec sa famille, investissait dans sa communauté et créait des opportunités pour des centaines d'employés. C'est cet héritage que vous avez essayé de voler. Et maintenant, je vais m'assurer que tout le monde sache exactement ce qui se passe quand les prédateurs s'en prennent aux bâtisseurs.
Thorne ne dit rien alors qu'elle se dirigeait vers la porte, mais juste avant qu'elle ne sorte, il parla une dernière fois. Votre mari vous aimait vraiment, vous savez. Au début avant que je ne lui montre tout ce qu'il pouvait avoir de plus. Nia se retourna, l'expression glaciale. C'est la partie la plus triste, n'est-ce pas? Vous avez pris l'amour de quelqu'un et vous l'avez transformé en haine. Vous avez pris un mariage et vous l'avez empoisonné avec l'avidité. Vous n'avez pas seulement volé de l'argent, Monsieur Thorne. Vous avez volé l'humanité des gens, et c'est pourquoi vous passerez le reste de votre vie à le payer. 6 mois plus tard, Nia se tenait derrière un pupitre lors de la conférence nationale de la coalition des investisseurs noirs à Washington, D.C. Derrière elle, un écran affichait des photographies de Reginald Thorne et des statistiques sur la fraude par affinité dans les communautés noires. Les prédateurs financiers comptent sur notre silence, dit-elle à l'auditoire de 500 investisseurs, entrepreneurs et gestionnaires de patrimoine familial. Ils comptent sur la honte et l'embarras pour faire taire les victimes. Mais le silence ne protège que les prédateurs. Elle raconta son histoire sans ciller, le coup de téléphone de la banque, la confrontation, la découverte de la trahison de son mari, le réseau de manipulation qui a failli tout lui coûter. Reginald Thorne purge actuellement 18 ans dans une prison fédérale, continua-t-elle. Xavier Kensington, mon ex-mari, a été condamné à 12 ans. Mais plus important encore, nous avons établi un précédent juridique. La fraude par affinité ciblant les familles noires est désormais poursuivie avec la même vigueur que les crimes de haine, et nous avons créé une base de données de prédateurs connus accessible aux institutions financières à travers tout le pays. La salle éclata en applaudissements. Ensuite, 3 personnes l'approchèrent en privé, toutes victimes de stratagèmes similaires, toutes prêtes à partager leurs histoires, toutes cherchant le genre de justice pour lequel Nia s'était battue. Ce soir-là, Nia rentra dans sa maison de Lincoln Park où sa mère aidait Amara à faire ses devoirs et Isaiah construisait quelque chose d'élaboré avec des blocs. La maison sentait la cuisine de sa mère, une odeur familière et réconfortante. Comment était Washington? Demanda Diana. Productif, répondit Nia. Elle serra ses 2 enfants dans ses bras, sentant Isaiah passer ses bras autour de sa taille et Amara s'appuyer contre son épaule. Il guérissait lentement, mais il guérissait. Plus tard, une fois les enfants couchés, Nia se tint dans l'ancien bureau de son père, entouré des livres, des photographies et des souvenirs d'un homme qui avait bâti un empire à partir de rien. Sa société de transport avait commencé avec un camion et un rêve, elle s'étendait maintenant sur plusieurs continents, employait des milliers de personnes et représentait le genre de richesse générationnelle qui élève des communautés entières. Elle l'avait protégé non seulement contre Xavier et Thorne, mais contre chaque prédateur qui pourrait s'y attaquer à l'avenir. Ses enfants hériteraient non seulement de la richesse, mais aussi du savoir sur la façon de la défendre. Son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, puis répondit. Madame Kensington. Une voix de femme, hésitante mais déterminée, je m'appelle Zara Bennett. Je vous appelle de Seattle. J'ai vu votre discours aujourd'hui en ligne, et je pense que Reginald Thorne a essayé de cibler ma famille il y a 2 ans. Nous l'avons arrêté, mais nous ne l'avons jamais signalé parce que nous avions honte. J'aimerais changer cela. Nia sourit, s'installant dans le fauteuil de son père. Racontez-moi votre histoire, Zara, et ensuite, assurons-nous qu'il paie pour celle-là aussi. Dehors, la silhouette de Chicago scintillait contre le ciel nocturne, une ville de bâtisseurs, de rêveurs et de combattants. Nia avait rejoint leur rang il y a longtemps, mais elle était désormais quelque chose de plus, une gardienne des héritages que les prédateurs pensaient pouvoir simplement prendre. La banque avait appelé, et ce seul coup de téléphone avait déclenché un règlement de compte qui résonnerait dans les salles de conseil et les tribunaux pendant des années. Parce que certaines personnes, quand on les pousse, ne rompent pas. Elles brisent le système qui a tenté de les briser.